Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler, comme vous l'avez vu, d'un water cooling, celui de chez Deepcool, enfin Deepcool, pour être précis GameStorm, qui est la branche gamer de chez Deepcool. C'est un water cooling en 240. On attaque tout de suite, on commence d'abord avec vos commentaires. Premier commentaire de Soldier America qui me dit « Tu as 3 spots de RAM » en parlant de la Apex que je vous ai mise dans le boîtier, le C700P de chez Cooler Master. Non, il n'y a pas 3 slots de RAM. Il y a 2 slots de RAM, le 3e slot sert à intégrer en fait une carte, un petit peu format PCI Express en quelque sorte pour vous simplifier la chose, sur laquelle vous pouvez connecter 2 disques durs en M.2. Deuxième commentaire de T-Bolt qui me dit « On veut le retour de l'émission Play for You ». Eh ben ne t'inquiète pas, l'émission va revenir, je vous prépare pas mal de petites vidéos sur des jeux présents, à venir, des nouveautés, des dernières sorties. Il va y avoir beaucoup plus de gaming sur la chaîne que ce qu'il y a pour le moment. Donc comme je vous disais, on s'attaque au water cooling de chez GameStorm, le Castle 240 RGB. Un water cooling, vous l'aurez compris, donc en 240 ça veut dire 2 fois 120, 2 ventilos de 120 mm dessus, donc un double ventilateur. Un water cooling qui, on va le voir, est vraiment très beau. On va étudier son prix, on va étudier ses perfs, on va tout voir, mais on commence par le contenu de la boîte. Au niveau du contenu de la boîte, on va retrouver 2 ventilateurs qui sont RGB, un petit boîtier qui va servir à regrouper tous les ventilateurs sur une seule prise sur la carte mère, le boîtier de commande qui va justement gérer le RGB, l'adaptateur pour la carte mère et les modes d'emploi, et forcément le water cooling obligatoirement. Encore heureux qu'il est dans la boîte, sinon ça serait un petit peu dommage de l'avoir acheté. Ce modèle de water cooling sera compatible avec absolument tous les processeurs actuels du marché. Que ça soit même les processeurs extrêmes comme les i9 ou les Threadripper, pas de problème. Il y a avec tous les accessoires pour pouvoir l'adapter et le rendre compatible avec votre carte mère et du coup votre processeur forcément. Première chose qui choque un petit peu quand on déballe le water cooling, c'est la taille du water block. En effet, le water block, pour vous donner une idée, la base fait 90 mm, c'est en forme de cône, donc 90 vers 70 mm sur 71 de haut. C'est extrêmement massif. Le dessus, ça ressemble un petit peu à un miroir quand c'est éteint, vous pourrez voir votre reflet dedans. Une fois allumé, par contre, on voit tout de suite dans le fond le logo de chez GameStorm et un effet RGB très en profondeur. Les tuyaux sont recouverts d'une gaine tressée qui va les protéger, éviter qu'ils se plient, qu'ils se pincent, et ajouter un petit look quand même vachement sympa. Au niveau du radiateur, on est sur des dimensions de 274 par 120 sur 27 d'épaisseur, donc c'est un radiateur qui est très fin. Ça c'est un petit peu dommage parce que fin ça veut dire aussi que ça évacue moins de chaleur vu que ça en absorbe moins également. Mais l'avantage c'est que même si vous voulez le mettre sur le haut de votre boîtier, comme c'est fin, ça passera dans beaucoup plus de boîtiers qu'un radiateur épais forcément. Les ventilateurs, ils vous en fournissent 2 avec, qui ont un profil vachement sympa. Ils sont très bien finis d'ailleurs. Il y a un système sur chaque coin de ventilateur en caoutchouc. Le système sert à limiter les vibrations des ventilateurs contre le radiateur et donc à limiter le bruit en même temps. Ça fait qu'on va avoir normalement quelque chose de très silencieux, on le verra après pendant les tests. Ils sont RGB, ils se connectent directement soit sur le boîtier de commande RGB qui est fourni, soit vous pouvez passer par un relais pour les mettre sur votre carte mère. Au niveau de leur performance, on sera entre 500 et 1800 tours par minute. Donc c'est pas les plus rapides du marché. Après, plus de vitesse, ça veut aussi dire plus de bruit. Mais normalement, avec la pression statique qu'ils affichent, ça devrait être largement suffisant pour refroidir le liquide. Comme je vous disais, au niveau des connexions, ce qu'il y a de sympa, c'est que tous les câbles sont longs. Donc pour l'installation, ça pose pas de problème. Pour le RGB, on a plusieurs choix. Soit on peut le relier à la télécommande qui est fournie avec, soit via un adaptateur 3 pins. Pas 4 pins, 3 pins, attention à ça. Vous pourrez le brancher à votre carte mère pour que tout soit synchronisé. Ça c'est le côté pratique aussi, maintenant tout le monde fait un petit peu ça. Le boîtier, pour justement connecter les ventilateurs, il peut accepter plus de ventilateurs que ce qui est fourni avec, donc c'est très bien, ça permet d'ajouter des ventilateurs de la même marque dessus, tout en le connectant à un seul port, je vais dire, de la carte mère, c'est très pratique. L'autre avantage, c'est qu'il est bien conçu puisque dans le boîtier, soit on peut le coller directement sur le châssis, au moins pour l'installation on n'est pas embêté, soit si vous voulez pas le coller, il y a un petit passage dedans, un tout petit trou, qui sert à passer les colliers de serrage pour l'installation. Là, personnellement, j'ai pu l'installer sur le haut du boîtier, j'ai placé le petit boîtier juste à côté du radiateur, je l'ai fixé avec un collier, c'est super discret et c'est ultra pratique. Une fois installé, avant de parler des performances, on va en finir sur le design, franchement il rend bien. Il n'y a pas à dire, il est très impressionnant, il faudra juste faire attention à une chose, c'est au niveau de votre carte mère. Là par exemple sur la Apex, les barrettes de RAM sont trop proches du bloc, ce qui fait que comme il prend 90, il fait pression sur une des barrettes de RAM, c'est un petit peu gênant. Mais sur la majorité des cartes mères, le problème ne se posera pas puisque l'emplacement des RAM est plus éloigné du processeur que ça. La Apex est un petit peu une exception parce qu'elle n'est pas conçue pour cet usage-là à la base. Après au niveau des couleurs, que ça soit
le waterblock ou les ventilateurs, les couleurs sont magnifiques. On est sur des tons très différents de ce qui se fait d'habitude chez les autres constructeurs, parce qu'on est sur des choses beaucoup plus pastel, que ça soit leur bleu, que ça soit leur rouge, que ça soit n'importe quelle couleur, on est vraiment sur des tons très agréables à l'œil. Ce qu'il y a de sympa aussi, c'est qu'il y a beaucoup de modes et la petite télécommande fonctionne très bien, puisque en effet, on va avoir 3 boutons dessus, un qui va permettre de zapper une mode vers l'avant. Si vous avez été trop vite, vous appuyez sur l'autre, vous revenez sur le mode précédent. Et le bouton du milieu qui va gérer en gros la vitesse de l'effet. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'effets. On va avoir les couleurs statiques, on va avoir les effets de respiration, on va avoir les effets de rotation. Et dans les rotations, on a des choses très sympas, puisqu'on a soit les rotations avec toutes les couleurs façon classique, un petit peu l'effet arc-en-ciel, soit on a plusieurs choix de double couleur. Donc vous allez pouvoir au final le personnaliser comme si c'était fait par logiciel, mais directement avec la commande. C'est super simple à faire, ça s'installe très bien dans la plupart des boîtiers, et le rendu est vraiment génial. Moi en tout cas, ces couleurs-là, je suis très content parce que du fait que ça change de d'habitude, on a vraiment l'effet waouh et on a qu'une envie, c'est de s'amuser avec tous les effets qui sont disponibles. Après, pour ce qui est des performances, le plus simple, c'est comme d'habitude de le tester en jeu pour voir un petit peu ce que vous allez obtenir comme résultat. C'est pas vilain, c'est pas le meilleur rapport performance-prix. Le prix, on va en parler juste après, que j'ai vu, mais c'est pas vilain. On va prendre l'exemple de 2 jeux. Le premier, c'est Monster Hunter World. Si le jeu vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas, il y a des petits liens en dessous pour. Au lancement du jeu, on va osciller en termes de température entre 47 et 50 degrés pour une utilisation du processeur entre 57 et 70%. Donc c'est quand même pas trop mal. Une fois vraiment lancé dans le jeu, la température maximum que j'ai constatée, c'était 53 degrés au max, avec une utilisation du processeur à 70%. Donc ça reste une température tout à fait correcte, il n'y a pas de problème pour ça. Et au niveau du bruit, malheureusement, j'ai pas encore l'appareil pour mesurer les décibels, mais c'est prévu. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne l'entend pas. On n'entend même pas, vous savez, parfois le petit sifflement qu'il y a avec certains ventilos ou autres. Je sais pas ce que ça va donner sur la durée, si les ventilos vieillissent bien ou pas, mais en tout cas, là au déballage, pas un bruit, même quand il tourne à fond. Le deuxième jeu sur lequel j'ai essayé le refroidissement, c'est Scum. Au lancement, on est entre 47 et 50 degrés pour une utilisation entre 47 et 55%. Ce qu'il y a de marrant dans ce cas-là, c'est que la température correspond un peu au pourcentage d'utilisation, sachant que dans la pièce, il faisait une vingtaine de degrés. Après un petit moment sur le jeu, l'avoir laissé chauffer, etc., la température monte, mais pas de beaucoup. On est entre 50 et 57 degrés, il y a eu un petit pic à 60, mais ça n'a pas duré très longtemps, avec une utilisation de processeur à 47%. Donc, après le test en jeu, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh ben, que les performances sont quand même tout à fait correctes, hein. Même sur des jeux qui sont très détaillés, qui demandent vraiment des performances un petit peu plus élevées, on a des températures qui sont relativement fraîche pour ce type d'utilisation. Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que là actuellement il est installé dans le C700P, donc il y a une grosse entrée d'air, il y a beaucoup d'air à l'intérieur, ça aide aussi. Une configuration plus petite dans un boîtier plus compressé, ça chauffera un petit peu plus, ça chauffera pas 10 ou 20 degrés en plus, mais ça chauffera un petit peu plus. C'est à prendre en compte également dans tout ça. Après, au niveau du prix, il faut savoir qu'il est quand même autour des 130 €. C'est loin d'être le moins cher pour cette catégorie-là de water cooling et cette taille-là de water cooling. Après, esthétiquement, il fait son petit effet. On a un système micro-rainure sur le waterblock qui est en cuivre et pas en aluminium. Le matériau joue aussi, je pense, dans le prix pour augmenter un petit peu les performances de refroidissement, la zone de contact avec le liquide. On a des ventilateurs qui sont quand même de qualité, qui sont RGB, qui sont très beaux. Le water cooling en lui-même est très beau dans l'ensemble. Au niveau des performances, c'est assez standard au final. Donc on a un prix qui est plus élevé pour des performances qui sont classiques. Ça, c'est un petit peu dommage. Pour le rapport qualité-performance-prix est un petit peu trop cher à mon goût. Mais on a quand même un produit qui est très bien fini, il faut l'avouer. Voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à bombarder de com, à bombarder de likes, il n'y a pas de problème pour ça, vous lâchez, vous faites plaisir sur tout ça. N'hésitez pas à me proposer des jeux à laisser, n'hésitez pas à commenter également sur Twitter pour, toujours pareil, apparaître dans la vidéo. Il y a le hashtag qui est indiqué sur la page, ne vous inquiétez pas pour ça, les réseaux sociaux, ça se passe en description. Le lien du water cooling, ça se passe en description aussi. Les jeux, je vous les affiche aussi si j'ai des liens fiables à vous donner, pas de problème pour ça, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à vous abonner, surtout cliquez sur la petite cloche pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo, et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao les amis!